Parce qu'on va parler à présent de votre livre Tout autre sujet. Assemblée EES, c'est un roman, c'est votre premier roman chez Grasset. Et il dresse le portrait de trois femmes que tout oppose, un homme de pouvoir au milieu, révélateur à la fois des désirs féminins et parfois de leurs contradictions aussi. Le cadre, le palais Bourbon, qui n'est pas loin. Le MeToo en politique non plus. Alors quand une néo-féministe se lance dans un roman très politique, on a forcément plein de questions à lui poser, comme l'esquisse ce sujet signé Marco Pommier. Si on vous invite Clémentine Autain, c'est pour parler de votre combat pour la cause des femmes, radical diront certains, qui fait écho à votre dernier livre, Assemblée. Ce soir, nous recevons la romancière politico-néo-féministe. Se dire féministe aujourd'hui est devenu presque consensuel. Alors que moi, quand j'ai commencé à être féministe, à être militante féministe, c'était pas le mot lui-même. Il était extrêmement dérangeant. On dit ah bon, vous êtes féministe, mais c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Clémentine Autain, vous venez tout juste d'être réélue députée de Seine-Saint-Denis avec un score stratosphérique, 100% des suffrages, rien que ça. Bon, en même temps, vous n'aviez plus de rival au second tour. Conseillère régionale d'Île-de-France, vous êtes aussi une militante féministe de la première heure. À l'origine de votre combat, l'héritage de votre mère, mais aussi et surtout le viol que vous subissez à l'âge de 24 ans, sous la menace d'une arme. J'étais pas spécialement féministe avant, même je me disais je ne suis pas féministe, je suis féminine comme beaucoup de femmes de ma génération autour de 15, 20 ans. Et je ne voyais pas au démarrage le rapport entre ce que j'avais subi et le féminisme, l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est à partir de là que mon engagement est devenu viscéral et fort. Dans votre dernier livre, vous parlez de la domination masculine, l'histoire de trois femmes libres, entreprenantes. Lila, Estelle et Jeanne sont amoureuses d'un même homme, un mâle alpha, dites-vous, un député, une figure médiatique. Trois femmes face à leurs contradictions à l'heure du mouvement MeToo. À travers leur voix, vous interrogez le pouvoir de l'homme politique sur les femmes. Lila n'en revient pas d'avoir craqué pour un homme qui porte des cravates et se drape dans le prêchi-prêcha dominant. La voix et la maîtrise d'Antoine lui donnent une puissance érotique phénoménale. Alors Clémentine Autain, ce livre est-il un roman à clé? Et à l'heure où le MeToo politique s'invite de nouveau à la une de l'actualité avec Damien Abad, ce ministre accusé de viol, cette question, diriez-vous que la culture politique française protège les auteurs des violences sexistes et sexuelles? À vous la parole. Réponse, oui. Clémentine Autain. Oui, globalement, oui. Alors, pour Damien Abad, c'est particulièrement éclairant puisque vous avez là un ministre avec des faits relatés qui sont dans la presse, des plaintes qui sont déposées pour des violences graves, plusieurs témoignages. Avec une enquête ouverte par le parquet. Voilà, une enquête ouverte, mais plusieurs témoignages. Et il ne se passe rien. Alors il y a un remaniement, vous le savez, annoncé dans les jours qui viennent. Pour l'instant, il ne se passe rien. Pour vous, ce serait incompréhensible s'il restait au gouvernement? Ah, ce serait insupportable. Insupportable, et pas simplement pour moi. Hein. Je pense que ce sont à la fois les féministes qui sont très en colère du maintien de Damien Abad, de sa nomination puis de son maintien, mais plus largement dans la société, je crois que la tolérance à l'égard justement de ce genre de pratiques où on couvre, où on minimise, où on tolère finalement. Ça veut dire que pour vous, la présomption d'innocence, puisque c'est la ligne pour l'instant défendue par le gouvernement, on verra ce qu'il en est avec cette ouverture d'enquête et le remaniement à venir. On pourrait avoir un principe de précaution. Ne peut pas tenir. Le principe de précaution l'emporte sur la présomption d'innocence. Il ne s'agit pas de remettre en cause la présomption d'innocence dans un cadre juridique. Damien Abad doit d'ailleurs pouvoir se défendre. Et pour qu'il puisse correctement se défendre, sans doute vaut-il mieux qu'il ne soit pas ministre. En revanche, politiquement, moi je suis pas un tribunal à moi toute seule, c'est pas le sujet, mais politiquement, il y a un principe de précaution et un message envoyé symboliquement à toutes les femmes en France qui voient les violences dont elles sont victimes largement impunies. Si on était dans un système où tout fonctionnait merveilleusement, on n'aurait pas à avoir ce type de pratique en disant ce n'est plus acceptable. Bon, on verra ce que va décider le chef de l'État et sa première ministre Elisabeth Borne. Je voudrais vous parler aussi de cette autre affaire dans l'actualité qui concerne une autre ministre, Chrysoula Zacharopoulou. La secrétaire d'État chargée du développement. Elle se voit reprocher par des patientes des gestes assimilables, selon ces patientes, à des viols quand elle exerçait son métier de gynécologue. Il y a même le parquet de Paris qui avait ouvert une enquête et il y a 2 plaintes pour viol. Il y a une autre
femmes qui parlent de violence gynécologique, ça n'est pas la même chose. Est-ce qu'on va pas trop loin en parlant de viol dans ce cas précis? Alors moi, je connais pas le détail des faits, j'ai lu comme ça, mais je veux juste rappeler ici la définition du viol. Hein. Le viol, c'est tout acte de pénétration, de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte ou surprise, est un viol. Mais toute femme qui va chez un gynécologue consent à se faire soigner avec un examen. Par menace, violence ou surprise. Tout acte de par menace, violence. C'est ça que l'enquête doit. Donc moi, je suis encore une fois. Doit savoir. Je ne vais pas vous dire exactement ce qui s'est passé et porter un jugement précis, mais je ne crois pas qu'on puisse banaliser la parole des femmes qui témoignent aujourd'hui de violences qui pourraient être proférées par une gynécologue. Il n'y a pas derrière aussi la possibilité d'associations qui ont envie de mettre ce sujet au cœur de l'actualité. C'est possible, ça? C'est toujours possible, bien sûr. Ouais. Je ne peux pas me prononcer. Vous attendez que l'enquête se poursuive d'abord. Bien sûr que j'attends que avant de réclamer, comme poursuive. par exemple Sandrine Rousseau l'a fait, son départ. Ça pourrait se poser. Vous, personnellement, aujourd'hui, se poser. Je comprends que Sandrine Rousseau, en tout cas, pose la question. Mais vous le souhaitez, son départ? Écoutez, s'il y a plusieurs témoignages qui nous disent qu'il s'agit de viol, je pense qu'en tout cas, il ne faut pas le balayer d'un revers de la main. Vous êtes plus prudente que Sandrine Rousseau, là-dessus, on l'entend. Hein. Oui, mais il faut ne pas balayer d'un revers de la main. On verra ce que l'enquête va dire. Déjà Darmanin. Parce qu'on est dans un contexte de remaniement. Donc vous imaginez, il y a les ministres qui ont été battus aux législatives à remplacer. Damien Abad de cette ouverture d'enquête. Lutte contre les violences faites aux femmes, grande cause du quinquennat, du précédent, et puis ça a tellement bien marché qu'on recommence pour le prochain quinquennat, grande cause du quinquennat. Et vous avez Monsieur Darmanin, dont l'affaire n'est toujours pas terminée. Voilà. Il s'agit Monsieur Abad, dont les faits sont quand même édifiants quand vous lisez les témoignages dans la presse. Et puis, à nouveau, une ministre mise en cause, ça commence à faire beaucoup. Pour vous, il faut une nouvelle jurisprudence, en gros, une plainte, vos démissions, quand il s'agit de ministres? Parce que c'est très délicat. La justice est beaucoup plus lente que la politique. C'est bien le problème. Mais je vais vous dire, le problème de fond, c'est que seulement 2% des femmes qui sont victimes de viol, par exemple, se voient à la fin, voient à la fin leur affaire aboutir à une condamnation. De classement s'ensuit. Donc, si on ne considère pas ce problème-là, on comprend rien à ce qu'il faut faire. Voilà. Et il faut dire stop à l'impunité. Il faut dire stop à l'entre-soi et à la protection à l'intérieur de l'univers masculin qui est celui du pouvoir. Donc c'est pour ça que le principe de précaution, il apparaît un peu raide comme pratique. Je le comprends. Par ailleurs, il peut y avoir aussi à des moments des injustices. Je peux tout à fait l'entendre. Mais globalement, c'est, si vous voulez, le fait de masse, c'est l'impunité. Ce sont des femmes qui ne parlent pas. Ce sont surtout des femmes qui, quand elles parlent, ne sont pas écoutées. Et une justice qui est à la traîne. Bon, vous avez beaucoup réfléchi à ces questions. On va venir à votre roman dans un instant. Mais quand même, votre réaction, les femmes en force à l'Assemblée nationale. Là, au perchoir, Yaël Braun-Pivet, Mathilde Panot pour les Insoumis, Aurore Berger pour Renaissance. On a bien travaillé, vous trouvez pas? Les féministes pour arriver Elisabeth Borne à Matignon. Il se passe quelque chose? Oui, je pense qu'en effet, c'est une bonne nouvelle que de voir des femmes, même si ce n'est pas mon bord politique, que je vais les combattre. Je pense que c'est une bonne nouvelle de voir que le temps des femmes se traduit enfin un peu dans le monde politique. Oui, je le dis sincèrement. Et en même temps, je pense que c'est bien. Et Après, ça ne fait pas un brevet de féminisme, et après, ça n'empêche en rien mes désaccords de fond radicaux très forts avec ces femmes-là. Vous avez forcément vu cette image, une de vos collègues écologistes est venue avec une robe iconique en hommage à une certaine Cécile Duflot. Regardez. Très jolie. Monsieur le Président. Allez, écoutez. Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement. C'est la robe que portait Cécile Duflot sous le gouvernement Hollande dans l'hémicycle. Et elle s'était faite siffler. En tant que plus jeune élue écologiste, c'est tout un symbole que de s'inscrire en fait dans cette transmission-là. On sait que cette robe, elle montre que les violences sexistes et sexuelles ne s'arrêtent pas aux portes de l'hémicycle. Oui, ça nous amène à votre roman. Ouais, ce genre de comportement, comme on a dit, très joli. Pas simplement la robe, évidemment. C'est très joli discours, très joli
hommage. J'ai beaucoup aimé ce geste. Mais cette séquence avec Cécile Duflot, huée, sifflée, ça ne pourrait plus arriver dans l'hémicycle? C'est fini? C'est plus difficile. Mais on a eu, dans le précédent mandat, en tout cas encore quelques scènes qui étaient un peu sidérantes. Alors on en vient à Assemblée. Assemblée, au fond, plus que le Palais Bourbon, Assemblée, ce sont ces 3 femmes qui le sont. Assemblée et ES, autour d'un homme qui n'est qu'un prétexte, Antoine. Elle s'appelle Jeanne, Estelle et Lila. Alors, on va essayer sans trop dévoiler l'intrigue, mais quand même, c'est pourquoi vous avez voulu écrire ça? 3 femmes aux prises avec des contradictions, un désir pour un homme qui n'est pas forcément celui auquel elle s'attendait, l'épouse, pour le dire vite, la maîtresse officielle, et puis le coup de foudre d'une jeune femme pour celui, au fond, qui incarne toutes les valeurs qu'elle déteste. Oui, en fait, j'avais, je crois, envie de raconter quelque chose de l'ordre un peu d'une question obsédante pour moi depuis de très nombreuses années, sur le lien entre le désir, le pouvoir, voilà, qui fait partie des questions sur lesquelles je m'interroge, ce qui est assez banal pour une féministe. Et comme je trouve qu'on est dans un moment de tension, de contradiction, parce que vous avez là 3 femmes apparemment libres, c'est-à-dire qu'elles sont autonomes, elles sont, vous voyez ce que je veux dire, elles sont pas soumises dans leur coin, et pourtant, ces femmes-là retombent dans des schémas qui sont des schémas classiques, c'est-à-dire qu'elles sont dans des relations qui sont pas pleinement satisfaisantes, c'est-à-dire avec un homme particulièrement bienveillant, vous voyez ce que je veux dire, qui les aime, mais dans... Il y a des pouvoirs de domination, il y a du patriarcat, c'est ce que vous vouliez dénoncer? Parce que cet homme... non, patriarcat, j'utiliserais pas du tout ce terme-là, c'est pas du patriarcat. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'en France, on n'est pas dans un système à proprement parler patriarcal. C'est quoi? On hérite du patriarcal, mais on reste dans une société profondément marquée par la domination masculine. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'imaginaire. C'est-à-dire qu'elles sont apparemment libres, mais ce qui ne va pas, c'est que vous pouvez faire toutes les lois sur la parité, vous pouvez permettre aux femmes d'être autonomes financièrement, et même quand on arrive à ça, il y a un verrou qui est celui du désir, du fantasme, et en fait de tout ce que l'histoire et les représentations font à notre imaginaire. Et ça, vous le traduisez très et bien notre à travers justement ces 3 personnages. Ça crée une tension. Mais autrefois, il n'y avait pas vient cette tension-là. Encore ce verrou? Pourquoi il ne saute pas? Mais parce qu'il y a 2000 ans d'histoire, et que 2000 ans d'histoire, il suffit pas d'une loi pour en sortir. Et donc, on est dans ce moment de bascule où il y a un avant, un après MeToo, où elles ont envie d'une autre forme de relation, plus à égalité, et qu'en même temps, elles retombent dans le travers d'être fascinées par les hommes de pouvoir, parce que ce qui m'a marqué, je reconnais depuis pas mal d'années, c'est de voir combien les femmes, et notamment même des jeunes femmes féministes, pouvaient être attirées par les hommes qui se comportent de façon très traditionnellement masculine. Ça a été votre cas ou pas, Clémentine Autain? Mais il y a du vécu là-dedans? Bien sûr que je fais partie de ces femmes. Enfin, ce que je voulais raconter aussi, c'est que nous toutes, même, on a beau être féministes, on a beau être, vous voyez ce que je veux dire, avoir essayé de travailler, il reste quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille et qu'on avance, parce qu'au fond, on ne sait pas très bien comment pourrait être une relation véritablement à égalité. Et deuxième sujet qui va avec, c'est que qu'est-ce que c'est que ce rapport au pouvoir qui ne serait plus incarné de façon virile et masculine? Donc ça interroge le désir, mais aussi le rapport au pouvoir. Or, il me semble que quelque chose se meurt justement dans tout ça. L'homme que vous choisissez, qui est un homme de pouvoir, qui embellit en vieillissant, qui utilise sa position. Alors, il est, on a l'impression... il utilise sa position. Ça séduit les femmes, plutôt. C'est plutôt ça que je voulais raconter. C'est pas tellement qu'il l'utilise, c'est comme ça. Il n'y a pas d'instrumentalisation du tout. Mais vous en faites une forme de caricature. Au fond, on a l'impression qu'il incarne quoi? Le macronisme. Pourquoi vous l'avez campé de manière aussi presque schématique? Je le voulais assez banal en vérité, assez banal, donc appartenant au pouvoir en place, tout simplement, et banal aussi n'étant pas une caricature de l'homme viril, insensible au féminisme, c'est pas du tout ça, et en même temps, malgré tout, assez dans les schémas traditionnels de ce que on dit de l'homme alpha, du mâle alpha. Voilà, et Jeanne est assistante parlementaire. Il est un peu dans. C'est très documenté notre affaire quand même. C'est documenté aussi par énormément de discussions que j'ai eues aussi bien avec des femmes évidemment que je connais, des assistantes parlementaires, des collègues députés, et c'est vrai qu'à partir de toute cette masse accumulée, et mes propres, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ça donne quelque chose qui est comme un tableau de l'état dans lequel on est, avec une question qui est:
comment on fait maintenant. C'est-à-dire qu'après MeToo, on ne veut plus de ça. Et comment on invente ces autres relations, et comment on se déprend au fond cet autre rapport du pouvoir, et comment nos propres imaginaires peuvent être dépris de tout ça. J'espère que je l'ai fait avec un peu d'humour. Oui, c'est très drôle. C'est désopilant souvent. C'est chez Grasset. Voilà, toute ressemblance, comme on dit, avec certains parfois anciens députés. Vous retrouverez qui se cache derrière qui. Vous restez avec moi. Ça va vous intéresser, Clémentine Autain.